Et bonjour à tous, bienvenue sur le stream. On va pouvoir commencer aujourd'hui un nouveau stream lecture. Oh, toujours donc sur les princesses éléments, tome 1 Mélisandre. Et j'ai oublié de mettre la cam. Allez. C'est l'obturateur qui veut pas faire ce que je veux. Voilà. C'est quand même mieux avec l'image. Alors, on va pouvoir commencer. Mais c'est pas vrai, je coupe le son. Voilà. Installez-vous confortablement, comme moi. Mettez-vous au chaud. Petite boisson chaude. Et puis on va pouvoir commencer. Donc on reprend. La dernière fois, je m'étais arrêtée un chapitre trop tôt. Je m'étais arrêtée juste avant le chapitre 20, alors que j'aurais dû m'arrêter à la fin du chapitre 20. Merci Sarah de me l'avoir fait remarquer. Donc aujourd'hui, j'espère avoir le temps d'aller jusqu'au chapitre 30 compris. Je vais faire de mon mieux. J'espère aussi ne pas bafouiller. Il est trop chaud. Alors, chapitre 20. On en était où? On en était au fait que Eldrin, fille de la chef des fées, demande à sa mère l'autorisation de suivre Mélie partout. Parce que sa mère a accepté. Et donc, chapitre 20, je m'ennuie déjà, se lamenta Eldrin en se laissant tomber en arrière sur l'épaule de Mélisandre, tandis que celle-ci remontait le couloir menant à sa chambre. Pourquoi on ne sortirait pas faire un peu la fête, hein? Parce qu'il m'a été interdit de sortir seule, répondit la jeune humaine. Mon gardien est un chouïa parano et je n'ai pas très envie de le contrarier. Tu as un gardien? Demanda la petite fée en sautant pour voleter autour de la tête de Mélie. Il est beau gosse? Célibataire? C'est quoi son genre de femme? Tu crois qu'il aime les petites? Hein? Dis-moi. Écoute, je sais pas, dit Mélie. Tu n'auras qu'à lui poser tes questions quand il reviendra me chercher pour partir en mission. Moi? Lui poser des questions directement? Oh non! J'oserais jamais, hein? Dit Eldrin en rougissant violemment et en allant se cacher dans la tresse de la jeune fille. Tu peux bien faire ça pour moi, non? Et pourquoi je le ferais? Demanda-t-elle en tournant la tête pour regarder la petite créature aux cheveux roses. Est-ce que je gagne à t'aider dans tes élans amoureux? Qui parle d'amour? Répondit la fée. Je te parle de faire la connaissance de beaux garçons pour pouvoir s'amuser avec eux, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi chercherais-je leur amour? Mais alors pourquoi cherches-tu après les beaux garçons? Demanda Mélie. En quoi s'amuser avec eux est plus important que trouver l'amour? T'es pas d'ici, hein? Demanda Eldrin, en s'appuyant sur son épaule. Ah. J'avais plusieurs onglets qui te mettaient du son. Oui, c'est bon. Pardon pour l'interruption. T'es pas d'ici, hein? Demanda Eldrin en s'asseyant sur son épaule et en balançant distraitement sa jambe dans le vide. Bien, fit-elle quand Mélie eut acquiescé. Je vais t'expliquer alors. Chez les fées, il y a plus de filles que de garçons. Ça pose déjà un problème pour trouver un partenaire qui te serait fidèle. Et souvent, un seul mâle fée a une compagne officielle et 3 ou 4 concubines. Pour trouver l'amour, le vrai, c'est rare. En plus, ils sont beaucoup moins beaux que nous, les filles. Et ils ne savent pas vraiment s'amuser. Une fois en couple uni, fini les câlins, la tendresse et les jeux de séduction. Tout ça passe à la trappe au profit de la conception des nouvelles générations. On en reproduit très, très facilement. Une fois suffit presque à chaque fois pour être enceinte. Donc, en attendant de trouver mon futur partenaire pour la vie, je veux pouvoir m'amuser. Je comprends mieux ton comportement, dit Mélie, en inclinant la tête sur le côté pour suivre les mouvements de la fée. Mais sincèrement, j'ignore si Aureliane va s'intéresser à toi. Il n'a jamais montré d'attrait pour ce genre d'amusement. En tout cas, pas devant moi. Il en pince peut-être pour toi, dit la petite créature.
Tu ne m'attires pas personnellement, mais je sais reconnaître la beauté et l'intelligence quand je la vois. Et toi, tu combines parfaitement ces deux qualités en plus de ta propension à attirer les ennuis. Je sais pas trop si je dois te remercier pour ce compliment ou m'offusquer, dit Mélie en riant doucement. Et j'ai une autre question pour toi si tu es disposé à répondre. Je t'écoute, dit Eldrin en se redressant. Quel dieu a créé la race des fées sur Oriana demanda la jeune fille. Est-ce la déesse du vent, vu que vous êtes des créatures volantes? Non? Alors, poursuivit-elle après avoir vu la fée faire non de la tête, vous êtes l'œuvre du dieu de la terre, comme les nains et les trolls? Même pas, répondit la fée. Nous ne sommes Nous ne sommes pas originaires d'Oriana. Nous venons de la Terre. Il y a longtemps, quand la technologie a pris le pas sur la magie, nos dirigeants ont décidé de s'expatrier sur un monde moins dangereux et plus approprié à nos modes de vie. On a dû se battre contre les natifs, notamment les trolls que tu viens de citer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de fées-filles que de garçons. Les fées mâles sont morts au combat? Demanda Mélie. Même pas, répondit Eldrin. Arrivés sur place, ces imbéciles se sont jetés sur les filles trolls comme la poussière sur le monde. Sauf que chez les trolls, on n'aime pas trop les mélanges. Elles les ont massacrés après s'être amusées avec eux. Depuis, les fées mâles ne s'amusent plus vraiment. Ils sont souvent parqués. Leur mère les couvre comme la crème sur les flammes. On dit comme le lait sur le feu, lui dit Mélie amusée. C'est quoi la différence? Sans qu'il a fait. Et les unions mixtes, ça existe chez vous? Demanda la jeune fille. Comment ça? Tu veux dire entre une fée et un humain? Un elfe? Ou un nain? Dit-elle. Je ne pense pas que ça se soit déjà produit. D'abord, il y a la différence de taille, qui est quand même énorme. Mais vous pouvez prendre taille humaine, dit Mélie, comme lors du combat contre Illidan. Eldrin balaya son argument d'un mouvement de bras et dit « C'est du simple glamour, ça s'estompe au bout d'un moment. Et puis, imagine qu'une fée tente de faire un enfant avec un humain. Alors, jamais elle ne pourrait mener la grossesse à terme sans en mourir. En plus, il paraît même si c'est totalement infondé, que les fées sont des pipelettes égoïstes qui ne pensent qu'à s'amuser avec de beaux mecs avant de se caser définitivement. » Mélie tenta de rester sérieuse après cette dernière phrase, mais le coin de ses lèvres se relevait imperceptiblement de rire. Elle coula un regard à la fée sur son épaule. Les petits yeux bleus vexés braquaient devant elle. Effectivement, dit Mélissandre après s'être raclé la gorge, cette dernière information me semble totalement infondée. On voit bien en te regardant que les fées sont des créatures gentilles et calmes, altruistes et absolument dépourvues de pensées obscènes. Exactement, dit Eldrin, avant de saisir le double sens de ses paroles. Hé Mélie éclata de rire, faisant se retourner vers elle les quelques personnes encore présentes dans les couloirs. Poursuivant son chemin avec une petite fée bougonne penchée sur son épaule, elle était impatiente de présenter sa nouvelle amie à son protecteur. Après avoir longuement bataillé avec Eldrin pour qu'elle la laisse dormir un peu, Mélissandre vit avec bonheur le jour se lever sur Samaria. Quittant sa chambre pour aller se restaurer, la petite créature blottie sur son épaule, elle attira bien des regards. La jeune fille était sur le point de prendre un deuxième croissant quand Aureliane, Orphée et Alika arrivèrent. Eldrin s'était posé sur le rebord du sucrier et mâchonnait gaiement un morceau de fraise. Quand les trois elfes approchèrent de Mélie, elle jeta un coup d'œil aux deux filles, avant de redresser le torse et de lisser ses cheveux en arrière à la vue d'Aureliane. Sérieusement? Le jeune elfe stoppa net en voyant la petite fée l'observer. Il lança un rapide coup d'œil à Mélissandre, qui plongea presque la tête dans son bol de lait, avant de revenir à la petite créature rose. Celle-ci lui jetait des œillades rougissantes, avant de détourner rapidement le regard. Son mouvement attira aussitôt l'attention d'Orphée, qui s'écria « Oh, quelle adorable petite créature !» L'elfe métisse se pencha par-dessus l'épaule de Mélissandre pour observer la fée de plus près, avant de reculer précipitamment. Eldrin venait de cracher tel un chat sauvage, en lui montrant des crocs dignes d'un tigre à dents de sabre. Punaise! Alika partit d'un grand éclat de rire qui détourna aussitôt l'attention de la fée de sa demi-sœur. La petite fée sauta de son perchoir et commença à voleter de façon frénétique autour du visage d'Alika, prenant de la poussière magique dans le petit sac de sa ceinture. Mélie se leva et, avant qu'Eldrin n'ait le temps de lancer sa poudre au visage plein de larmes d'Alika, elle la saisit par l'aile et la tira en arrière. « Calme-toi, enfin !» dit la jeune humaine. « Elle m'a manqué de respect !» rétorqua la fée. « Je ne suis pas adorable !» cracha-t-elle à l'intention d'Orphée.
La jeune elfe métisse leva ses mains en l'air en guise d'apaisement, pendant que sa sœur séchait ses larmes sur ses joues. « Je ne voulais pas t'offusquer, dit Orphée. Je ne pensais pas que les fées étaient aussi susceptibles, marmonna-t-elle à Mélisandre. Celle-ci est vraiment à part, dit-elle. Je vous présente Eldrin, qui a décidé de m'accompagner dans mes prochaines aventures. Se tournant vers Aureliane, elle poursuivit. Eldrin, voici mon protecteur. Et ses cousines, compléta-t-elle en montrant Orphée et Alika de la main. Ouais, bonjour, marmonna-t-elle. Tu peux me lâcher maintenant ? Mélisandre lâcha l'aile de la fée et celle-ci s'approcha d'Orphée, lui souriant. La jeune elfe lui rendit son sourire, un peu hésitante tout de même. Et reculant légèrement, Eldrin l'observa des pieds à la tête avant de venir lui parler à l'oreille, se retenant à l'une de ses longues tresses. Les yeux d'Orphée s'agrandirent de surprise avant qu'elle laisse échapper un petit éclat de rire. Puis elle hocha la tête vers la fée qui attendait sa réponse. La petite créature rose se mit à sautiller sur place en tapant dans ses mains. « Qu'est-ce qu'elle t'a demandé ?» la questionna Aureliane. « Si je pouvais lui faire rencontrer des beaux mecs qui aiment s'amuser. »« Et c'est reparti !» se lamenta Mélie. « Bon quoi ?» dit Eldrin. Chapitre 21. Durant l'heure suivante, la petite fée bougonna et se lamenta longuement. Perchée sur une colonne de marbre de la salle d'entraînement, elle ne le dirait jamais à personne, hein, mais elle feignait l'ennui à merveille, matant nonchalamment les gardes peu vêtus venus s'entraîner. Peu après la fin du petit déjeuner, Aureliane avait insisté pour que Mélisandre vienne avec lui faire des exercices de combat. Les observant depuis les gradins, Orphée et Alika complétaient leur cousin dans ses remarques et ses encouragements. Il enseignait à la jeune fille des techniques de combat au corps à corps, mélange de boxe, de yoga et d'arts martiaux venus d'Orient. Patiemment, il rectifiait les poses de sa protégée, lui faisant chercher son équilibre avant de frapper à la vitesse de l'éclair. Élève assidu, Mélie trouvait dans cet entraînement un calme surprenant, son esprit se vidant de ses problèmes et de ses angoisses. Ses mouvements se faisaient de plus en plus fluides, et, malgré la transpiration et la rougeur de sa peau, elle rayonnait. Son sourire troublait profondément le jeune elfe, qui se laissa distraire une seconde de trop quand elle lança son pied vers lui en mouvement suivant. Il ne l'esquiva que par réflexe, mais cela suffit à lui faire perdre l'équilibre et il tomba en arrière. Orphée le railla en riant à gorge déployée. Dépité, il se releva lentement, son visage honteux virant au rouge. Il allait reprendre l'exercice quand Mélie demanda à faire une pause. Son t-shirt moulant était imbibé de sueur et elle avait trop chaud. Prenant place dans les gradins à côté d'Alika, elle laissa sa place à Orphée, ravie de se mesurer à son cousin. Eldrin descendit de son perchoir et lui tendit obligeamment une bouteille d'eau. Prenant appui sur l'épaule d'Alika, la petite fée continua d'observer les autres participants lutter les uns contre les autres sur les tapis en mousse. De temps en temps, la jeune elfe rousse lui racontait des anecdotes sur telle ou telle personne présente dans la salle, et la petite créature l'écoutait religieusement, en bavant un peu devant tant de pectoraux et d'abdominaux bien sculptés. Mélie était prête à reprendre l'exercice quand Calista entra en trombe dans la salle, déstabilisant par sa seule présence bon nombre d'hommes venus s'entraîner. Avisant son frère et Orphée, se battant dans un coin, elle leur fonça presque dessus en lançant des œillades et des signes de la main aux personnes qui l'interpellaient. Lui tournant le dos, Aureliane sursauta violemment quand elle posa sa main sur son épaule et seul son entraînement intensif le retint de lui faire une prise de catch pour la mettre au sol et l'immobiliser. Orphée les laissa et rejoignit sa sœur et Mélisandre dans les gradins. Deux jeunes gardes assis un rang plus haut la matèrent ouvertement quand elle se pencha en arrière pour vider entièrement une bouteille d'eau, son court débardeur remontant sur son ventre plat et moulant ses courbes sensuelles à chaque mouvement. Surprenant leur regard sur elle, la jeune elfe métisse leur fit un clin d'œil, avant de prendre une serviette et de descendre en compagnie d'Alika et de Mélie. Calista parlait à voix basse à son frère, dont le visage perdait peu à peu ses rougeurs et vira carrément livide quand elle eut fini. Avisant sa protégée et ses cousines arrivant vers eux, il fit un rapide calcul dans sa tête avant de prendre sa décision. Se tournant vers Orphée, Alika et Mélisandre, Calista leur dit « Notre mère est dans un état critique. Le mage médecin de notre village m'a prévenu et m'a demandé de revenir avec Aureliane. Il réclame notre présence auprès d'elle. » « Nous devons venir avec vous, dit Alika tandis qu'Orphée hocha la tête. « Moi aussi je viens, dit Mélisandre en carrant les épaules, prête à négocier âprement avec son protecteur, s'il faisait mine de refuser.
Justement, dit celui-ci, j'allais te demander de nous accompagner. Il poursuivit. Je me sentirais plus à l'aise en te sachant en sécurité auprès des membres de notre clan. Et bien que tu n'aies suivi aucune formation spécifique, ta magie pourrait nous aider à épauler le mage médecin. Elrine, tu veux venir avec nous demanda-t-il à la petite fée toujours perchée sur l'épaule d'Alika. Oh oui, dit-elle en sautillant sur place. Tout un clan d'elfes viril et amusant. Bien sûr que je viens. Comment as-tu pu croire que je resterais en arrière? Bien alors, répondit Auréliane en étouffant un petit rire derrière une légère toux. Mélie, allons préparer ton sac. Nous partons dans moins d'1 heure. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais, dit Mélissandre en regardant autour d'elle. Tiens donc, lui dit Orphée. Et à quoi t'attendais-tu, exactement? Passant la bandoulière de son sac sur son épaule gauche, la jeune humaine fit un tour sur elle-même pour regarder une nouvelle fois le village elfique. Le portail d'Auréliane les avait déposés juste à l'entrée, et les maisons en pierre brute, les toits de bois et de chaume, les rues soigneusement pavées, les petits jardinets devant les maisons à 2 étages et les différentes échoppes que voyait la jeune fille lui parurent singulièrement simplistes. Elle s'attendait à plus de féerie. La boutique du forgeron, où Orphée et elle s'étaient arrêtés, bruissait d'activité. La volumineuse cheminée crachant une fumée épaisse. Juste à côté, un menuisier ponçait le bois d'une chaise élégante, éparpillant les copeaux partout dans l'allée. En face, un parfumeur, dont les essences prenaient le nez de Mélie, bien qu'elle soit à plusieurs mètres de distance de la porte ouverte. Plus loin, une jeune elfe au couette au burn promenait des oies gloussantes, suivie d'un chien au poil touffu et gris. Le seul côté féerique du lieu, c'était ces arbres, immenses et nombreux, qui poussaient anarchiquement partout dans le village, ombrageant celui-ci sous la vaste canopée verte. Sitôt arrivés, Auréliane et sa sœur les avaient quittés, laissant Mélissandre sous la garde d'Orphée. Alika était partie de son côté, emmenant Eldrin avec elle. La jeune elfe métisse se chargea donc de montrer à la protégée de son cousin les merveilles de son village. Tout au bout de l'allée centrale, qui était longue de plus d'100 de mètres, les 2 filles arrivèrent en vue d'un arbre gigantesque, dont les branches semblaient pouvoir caresser les nuages et le tronc contenir une ville entière. D'ailleurs, cela semblait être le cas, car à mesure qu'elles approchaient, Mélie pouvait voir dans l'écorce brune de larges ouvertures éclairées et ce qui ressemblait à des escaliers taillés à même le bois. « Waouh !» s'exclama la jeune humaine. « Ça ressemble déjà plus à l'idée que je me faisais d'un village elfique. Qu'est-ce que c'est ?» Dans ton langage, c'est ce qu'on appellerait un immeuble. Mais ça va au-delà de cette simple définition. Il y a des logements, luxueux pour la plupart, mais également un centre médical, ainsi qu'une grande bibliothèque, un tribunal, des cachots dans les racines, et des salles de spectacle et d'entraînement. Tout le monde peut y accéder ou c'est réservé aux classes supérieures demanda Mélie. Chez nous, il n'y a pas vraiment de classe supérieure ou inférieure, lui répondit Orphée. C'est plus une histoire de compétences et de métiers. Il y a la classe des artisans, la classe des producteurs, la classe des combattants, la classe des érudits et la classe des mages. Aucune n'est au-dessus des autres, car elles ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Mais certaines classes habitent au sol, tandis que les autres vivent en hauteur. Ça crée une différence de statut, non questionna Mélie. C'est une simple question de logique, répondit l'elfe. Il est plus facile pour un producteur d'être proche de la terre qu'il travaille, pour un artisan d'avoir son atelier là où il peut travailler dans de bonnes conditions. Un combattant doit s'entraîner, un érudit étudier et un mage enchanté ou soigné. Après, chacun va là où il trouvera ce dont il a besoin pour exercer ses compétences. Et chacun a besoin des autres. Le producteur a besoin d'outils pour travailler la terre, tout comme le combattant a besoin d'armes et de protection. L'érudit doit manger, a besoin d'étagères pour ranger ses livres et de tables et de chaises pour écrire. Le mage garde la terre et les animaux fertiles. Il soigne les maladies et les blessures. Il fournit parfois aux artisans aide et matières premières. « Ah, je comprends mieux, dit Mélie. Toi, tu appartiens à quelle classe, celle des combattants ou des mages ?»« En fait, aux 2, répondit Orphée. C'est assez répandu depuis quelques générations. Souvent, un artisan est aussi un combattant. Un producteur peut aussi être érudit et mage. Et un mage peut faire partie de l'une des 4 autres classes. Mes parents sont de classes différentes. Ma mère est érudite et mon père est un mage combattant. Ma sœur Alika est plus mage érudite que combattante, comme tu as pu le voir, avec un brin de notion de guérison.
Le mage médecin se désole un peu plus chaque jour qu'elle n'ait pas choisi cette branche plutôt qu'entrer à l'Académie des gardiens. Elles marchèrent encore quelques minutes, se rapprochant de plus en plus de l'arbre, jusqu'à atteindre l'une des nombreuses entrées. « Bien, dit Orphée, nous arrivons bientôt chez mes parents. Tu vas pouvoir poser tes affaires, puis nous rejoindrons Aureliane et Calista au centre médical. » Entrant sous l'immense arche de bois, Mélie vit que le tronc était creux à ce niveau-là et qu'une multitude de petits ascenseurs trouaient le plafond végétal. Il y avait également des escaliers, taillés dans la paroi de l'arbre, et les innombrables marches serpentaient sur toute la circonférence interne jusqu'aux étages supérieurs. Elles prirent l'un des escaliers, épargnant à Mélissandre de douloureuses courbatures si elles avaient été obligées de monter les marches. Ah, l'un des ascenseurs, pardon. La nacelle, faite de bois et de cordes, se balançait doucement, donnant une légère nausée à la jeune humaine qui n'osa pas regarder en bas. Le sol s'éloignait de plusieurs dizaines de mètres lors de leur ascension. Arrivée au palier suivant, Mélie prit une grande inspiration pour faire redescendre son estomac malmené et ouvrit grand les yeux de surprise. Autant le rez-de-chaussée semblait vide, à part les ascenseurs et autres escaliers, autant le premier étage étalait sa splendeur et son opulence aux yeux des visiteurs. Devant elle se trouvaient les entrées les plus spectaculaires que Mélie n'ait jamais vues. La première s'ouvrait sur une immense bibliothèque, dont les rayons garnis de livres couraient du sol au plafond en cathédrale, et la seconde desservait la salle d'un tribunal en demi-cercle et dont le sol et les murs étaient tendus de rouge vif. La troisième, une grande salle d'entraînement ressemblant à celle de Samaria, avec ses gradins, ses colonnes et ses tapis en mousse, sans compter les différents agrès, cordes à nœuds et trampolines que la jeune fille entreapercevait. La dernière renfermait l'écrin d'un théâtre que Molière et Shakespeare n'auraient pas renié. Orphée la laissa admirer les chefs-d'œuvre de l'architecture elfique, encore quelques instants, avant de la faire monter dans un deuxième ascenseur, plus du type cubique, cube rigide en bois que la précédente nacelle de liane. La jeune humaine parut un peu déçue de quitter cet étage, mais quand elles dépassèrent le plafond végétal de ce niveau pour arriver dans le suivant, Orphée ne put se retenir de gonfler le torse de fierté. Devant les yeux ébahis de Mélissandre se dressait le véritable joyau de l'arbre. Les ramifications du géant végétal montaient haut dans le ciel, et le centre de soins semblait posé sur un plateau de fourches de branches plus imposantes, qui partaient dans toutes les directions. Là, le panorama était spectaculaire, offrant une vue à 360 degrés de la région, et les feuilles abondantes de la cime laissaient filer la lumière des soleils comme une caresse sur la peau de la jeune elfe. Mélie s'approcha de la balustrade et se pencha un peu au-dessus. La hauteur de l'arbre la fit reculer très vite, le teint un peu plus pâle. Orphée la stabilisa quelques instants et fit tourner son regard vers les soleils jouant à cache-cache dans le feuillage dense, mais tellement apaisant. Une fois la jeune humaine relativement rétablie, elles montèrent les marches sculptées dans une énorme branche pour atteindre le logement de la famille d'elfes. Chapitre 22. Au centre médical, dans une chambre spacieuse aux multiples fenêtres, Aureliane, Calista et leur père se tenaient au chevet d'Elina, leur mère. Ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, sa peau anormalement pâle, ses yeux d'habitude d'un bleu limpide rendus vitreux par la fatigue, elle semblait à bout de souffle. La main posée sur son ventre rond comme une protection, elle avait le visage tendu, ses muscles crispés par la douleur. Le mage médecin venait de sortir après lui avoir fait boire une potion, sûrement très amère au vu de la grimace de dégoût qu'elle avait faite. En position fétale, Elina soufflait doucement par la bouche pour faire passer les crampes qui l'assaillaient. Elle était tombée malade subitement, alors que sa grossesse progressait bien. À genoux à côté du lit, Nathanaël, son mari, lui tenait tendrement la main. Ses longs cheveux blancs étaient ébouriffés, ses traits durcis par la peine, ses yeux gris profondément enfoncés dans leurs orbites et rougis par trop de larmes contenues. Toquant doucement, Orphée,
Alika avec Eldrin sur son épaule et Mélisandre entrèrent. Les deux sœurs saluèrent leur oncle d'un geste de la main et s'approchèrent du lit. En se penchant, Alika effleura de la main l'épaule d'Elina. Instantanément, la petite fée accrochée à son bras se mit à chuinter et gémit en plantant ses ongles devenus griffes dans la peau claire de l'elfe rose. Celle-ci poussa un glapissement de surprise et de douleur en reculant, brusquement. Son cri et son mouvement n'échappèrent à personne, et Aureliane fut auprès d'elle en un instant. Se balançant d'avant en arrière en se tenant le ventre d'une main, l'autre toujours plantée dans la peau d'Alika, Eldrin se sentait manifestement très mal. Avec 1000 précautions, la jeune elfe décrocha la petite fille rose de sa cousine et la mena à Mélie. Celle-ci prit la créature visiblement traumatisée dans ses mains en coupe et recula un peu plus. Cela sembla apaiser Eldrin, dont les griffes se rétractèrent et qui cessa de gémir progressivement. Reprenant difficilement son souffle, la fée jeta un regard plein d'inquiétude vers le lit et l'elfe enceinte avant de tirer l'une des mèches de Mélie pour attirer son attention. Elle lui montra du doigt Aureliane, puis la porte, lui demandant en silence de sortir pour parler avec le jeune elfe. La jeune humaine posa la main sur l'épaule de son protecteur, lui expliquant silencieusement qu'elle devait lui parler. Suivant Mélie et Eldrin hors de la pièce, ils allèrent s'asseoir dans une alcôve ouverte donnant sur le plateau de branches et le panorama vertigineux du paysage elfique. Posant la petite fée sur ses genoux, la jeune fille dit « On t'écoute. Pourquoi voulais-tu nous parler? Et que t'est-il arrivé tout à l'heure » Tendant le doigt à Mélisandre, Eldrin regarda Aureliane droit dans les yeux et dit « J'ai senti un maléfice. Un très puissant maléfice. Il prend racine dans le corps de ta mère. Plus le bébé en elle grandit, et plus il se développe. »« Un maléfice » s'exclama l'elfe. « Mais comment cela est-il possible? Les mages médecins n'ont rien détecté. Tu es sûr de ne pas te tromper ?»« Dis donc, pour qui tu me prends » dit la petite fée vexée, en croisant les bras sur sa poitrine minuscule et en ouvrant grand ses ailes dans un geste d'intimidation. « Je suis une créature magique. Je sais reconnaître la magie mieux que le meilleur mage qui ait jamais existé. Surtout la magie maléfique. Elle laisse une empreinte visqueuse et froide qui me fait hérisser tous mes capteurs sensoriels. » Pour illustrer son propos, elle se mit à frissonner en se tenant les bras, la chair de poule presque visible sur sa peau. « D'accord, je te crois, » répondit Aureliane. « Est-ce que tu sais comment le défaire, ce maléfice ?»« Je suis pas non plus une experte dans ce domaine, » dit Eldrin. « Mais pourquoi ne pas demander à Agatha ?»« Non, impossible, » répliqua le jeune elfe en reculant involontairement. « Qui est-ce » demanda Mélie. « Personne en particulier, » répondit Aureliane en détournant les yeux et en faisant un drôle de signe avec ses mains. « Au contraire, » dit Eldrin en se tournant vers la jeune fille. « C'est l'ange des naissances, une puissante céleste, bienfaisante et respectée. Enfin, normalement, » poursuivit-elle en jetant un coup d'œil vers Aureliane qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Elle préside aussi aux destinées, il paraît, » dit-il en se raclant la gorge. « Quand on la rencontre, elle peut nous dévoiler notre avenir et j'ai pas du tout envie de savoir ce qui m'attend. »« Pourquoi » demanda Mélie curieuse. « Ça ne te regarde pas, » répondit-il en croisant les bras, la défiant du regard d'en demander plus. « Très bien, garde tes secrets, » dit-elle en levant les mains. « Mais ça me paraît être une bonne solution de lui demander de guérir ta mère enceinte. À part elle, je ne vois personne d'autre capable de vaincre un maléfice si complexe que même les mages médecins ne l'ont pas détecté, » dit Eldrin en regardant tour à tour les deux jeunes. Aureliane poussa un soupir et, se levant, il dit « Je vais en parler à ma sœur et mes cousines. Elles sont plus érudites que moi. Elles auront peut-être une meilleure idée que celle-ci, ou alors elles sauront trouver Agatha. » Laissant Mélie et Eldrin profiter du paysage par l'ouverture dans l'alcôve, il retourna dans la pièce. Un mage médecin y entra quelques secondes plus tard en laissant la porte entr'ouverte, et la jeune fille capta les bribes d'une conversation animée entre son protecteur et les autres. Suivit un glapissement et un grand bruit quand le mage fut projeté contre le mur. Manifestement, il avait tenté de soigner le maléfice et en avait payé le prix. Les gémissements d'Elina s'intensifièrent. Alika prit alors la parole. « Si tu dois aller chercher Agatha, dépêche-toi. Nous allons rester ici pour la stabiliser et alimenter la magie des soigneurs. Prends Mélie avec toi. Elle t'aidera plus que nous. »« D'accord, » répondit Aureliane dans un souffle. « Mais je ne sais pas trop par où commencer mes recherches. Comment trouver Agatha ?»« Elle vit sur le mont Ekata, dans la cité principale des Célestes, » répondit Calista. « Mais tu devras faire l'ascension sans magie. Il est impossible de créer un portail magique chez eux. »
Bonne chance. Hop. Et à la mention du nom d'Agatha, il y avait une petite référence au lexique. Hop. Pour Céleste. Mais on sait ce que c'est une Céleste. C'est l'une des races créées par les 4 ou 5 dieux. Ah, il doit y avoir un souci. Ah non, 15. Hop. Voilà, les Célestes, créés par Aléna, la déesse du vent, ce sont des êtres puissants, dotés d'ailes, qui vivent dans des cités situées sur les plus hautes montagnes, à tel point qu'on dirait qu'ils vivent dans les nuages. Gardiens d'Oriana depuis la Grande Guerre, ils protègent les destinées et agissent lors d'événements dramatiques. Au centre médical, dans une chambre spacieuse aux multiples fenêtres, chapitre 22. Donc, dans une chambre spacieuse aux multiples fenêtres, Aureliane, Calista et leur père se tenaient au chevet d'Elina. Leur mère. Ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller. Ah mais non, je l'ai déjà lu ça. Je suis revenue en arrière. Pardon. Donc, voilà, chapitre 23. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On commençait un nouveau chapitre. J'étais juste revenue en arrière pour trouver la note du lexique. Depuis son perchoir, Cyrus observait l'attention des deux jeunes. Les deux jeunes intrépides. C'était son tour de garde. Sa mission pour les 4 mois et quelques à venir. Observer le monde depuis sa position élevée au sommet du mont Ekata. Et rendre compte à ses supérieurs. Si on pouvait vraiment appeler ça des supérieurs. Il n'y avait pas de hiérarchie vraiment définie chez les Célestes. Plutôt une sorte de respect pour les plus anciens et les plus sages. Enfin, respect, voilà encore un bien grand mot, hein. De sa position, il considérait comme une soumission humiliante le fait de rendre compte de tout ce que faisaient les autres races terrestres comme bêtises et catastrophes. Et qui réparait les pots cassés ? Personne en fait. Depuis que les dieux s'étaient endormis, Oriana partait de plus en plus en sucette. Certains respectaient des principes moraux en harmonie avec la nature, comme les elfes d'Ilorial, alors que d'autres faisaient la guerre pour quelques kilomètres carrés de terrain, même pas moins à bâtir ou à cultiver. Et ces feux incessants qui se déclenchaient à intervalles irréguliers dans le royaume des dragonymes, comme si le feu suivait quelqu'un. Bref, il était là pour observer, pas pour donner son avis personnel. De toute façon, tout le monde s'en fichait de son avis. Desmond, le chef des armées célestes, et un sale con au passage, le lui avaient assez répété. Reprenant sa concentration, il se focalisa sur les deux jeunes fous qui escaladaient la montagne. À moins de vouloir voir un céleste, ils n'avaient aucune bonne raison de faire ça. Et même s'ils étaient des mordus d'escalade et d'alpinisme, le mont Ekata était réputé pour sa dangerosité, ses parois escarpées, ses éboulis impromptus et son promontoire en dents de scie. Les arbres et arbustes avaient renoncé à s'accrocher à sa roche quelques 4000 mètres plus bas. Les seules formes vivantes aux alentours étaient les charognards, qui tournaient en cercle au-dessus du précipice. Les animaux au sol ne s'aventuraient pas à plus de 5000 mètres, et déjà, ils n'étaient pas nombreux, hein. Les deux jeunes intrépides étaient arrivés à presque 5900 mètres, quand la roche céda sous le pied de la jeune fille. Liée à son compagnon par une solide corde, elle tenta de rétablir son équilibre, tandis qu'il se cramponnait à la paroi pour se stabiliser et l'aider. Cherchant un appui sous sa semelle, elle poussa un cri, quand la roche sous son autre pied commença à s'effriter. De son point de vue, presque 2500 mètres plus haut, Cyrus ne pouvait pas entendre ce que lui dit son compagnon, mais elle mobilisa sa force et, chose incroyable, son pouvoir s'activa pour l'aider à remonter. Le jeune Céleste en resta ébahi. Personne ne pouvait faire de magie sur le mont Ekata. C'est impossible, inimaginable. Ça remettait en cause tout leur système de sécurité. Il fallait qu'il intervienne, vite. Était-elle une puissante mage maléfique ? Une sorcière ? Déployant ses ailes semblables à du cristal translucide, il se leva de son perchoir, tendit le corps en avant et se laissa tomber. Les vents ascendants arrêtèrent sa chute avec beaucoup de force et il plana calmement pendant plusieurs secondes
avant de faire des cercles larges comme les vautours pour descendre. Totalement vêtu de bleu pour s'accorder à la couleur du ciel, il était quasiment invisible. Il savait déjà ce qu'il ferait en arrivant près d'eux. Il ne prendrait aucun risque pour la sécurité de la cité et les ferait chuter. Leur mort serait tout à fait accidentelle pour ceux qui les retrouveraient. Bille en tête, il ramena ses ailes dans son dos pour gagner de la vitesse, ses yeux braqués vers les deux inconnus. Au dernier moment, la fille leva la tête vers lui et il eut le choc de sa vie. Redéployant ses ailes précipitamment, il ralentit sa course et passa à un cheveu d'elle. Tournant dans un courant d'air ascendant, il revint vers eux. Planant à quelques mètres, il se frotta les yeux pour être sûr que sa vue n'était pas troublée par quelque phénomène magique, mais ce ne fut pas le cas. Devant lui, humble gardien de la Cité des Célestes, observateur anonyme d'Oriana, se tenait la descendante de sa déesse, la princesse des vents, la seule et unique Mélisandre. L'ascension avait été longue et éreintante pour Mélie. Même si elle était en bonne forme physique, devoir grimper à flanc de montagne pendant des kilomètres, c'était un peu trop demandé à ses muscles. Alors qu'ils arrivaient près d'un palier naturel fait de roches bien solides, elle avait glissé et failli faire une chute mortelle. Son seul salut était venu sous la forme d'une corde qu'Aureliane avait insisté pour attacher autour de sa taille et de la sienne. Cramponné à la paroi, il avait commencé à tirer sur la corde pour l'aider à remonter, quand la roche sous l'autre jambe avait commencé à lâcher prise. Il avait bien tenté d'activer sa magie, mais aucune lumière n'était apparue sous ses doigts tandis qu'il traçait des signes dans l'air. Dépité, il lui avait dit d'essayer avec sa propre magie. La jeune fille avait mobilisé ses pouvoirs, mais pas la moindre étincelle n'avait jailli pour l'aider. Folle d'angoisse, glissant dangereusement, elle avait instinctivement fait appel à la magie des vents, qui l'avait portée et soutenue jusqu'à ce qu'elle monte assez haut pour poser pied sur le palier de pierre bien stable. Le jeune elfe l'avait rejoint en quelques mouvements fluides quand une créature volante, immense et quasiment invisible, leur tomba dessus, frôlant Mélie au passage avant de revenir planer à quelques mètres d'eux, l'air totalement béat d'admiration. S'appuyant contre la paroi, les genoux un peu flageolants, elle se laissa un peu glisser jusqu'à s'asseoir sur un rocher à peu près plat. Aureliane se mit en garde devant elle, sortant sa dague dans ses os. La créature volante tendit les mains en avant en signe de paix et dit d'une voix cristalline rendue plus aiguë par l'excitation : « Bienvenue à vous, princesse, sur le mont Ekata, demeure des Célestes, puissante création de la déesse du vent, gardien d'Oriana et observateurs attentifs et discrets. Je suis Cyrus, en mission de surveillance, et je suis enchantée de faire votre connaissance. » Santé. Chapitre 24. Aureliane n'aimait pas du tout la façon dont le jeune Céleste regardait sa protégée. Même après qu'il se fut présenté, le jeune elfe garda un œil sur lui tandis qu'il planait devant eux, blablatant sans discontinuer sur son enchantement de rencontrer enfin une des descendantes de la déesse. Mélie n'avait pas l'air très à l'aise et arrivait à peine à parler quand elle était essoufflée par la montée. Gardant Cyrus dans son champ de vision, Aureliane leva la tête pour estimer la distance qu'il leur restait à parcourir pour arriver au sommet, à moitié camouflé dans les nuages. Le jeune Céleste n'arrêtait pas de parler et sa voix aiguë commençait à faire souffrir ses oreilles sensibles. S'approchant de Mélisandre, Aureliane lui prit la main pour l'aider à se relever, défit la corde autour de sa taille et dit en se tournant vers Cyrus : « Peux-tu nous aider à monter jusqu'au sommet ? Nous devons voir Agatha au plus vite. » S'inclinant devant eux, le jeune Céleste répondit : « Je serai ravi de vous aider, mais je ne peux porter qu'une personne à la fois, et je ne pourrai pas vous déposer dans la cité elle-même, mais près du promontoire où je surveillais. »« Ça nous va, » dit Aureliane. « Commence par Mélie, je vais continuer à grimper et tu me récupéreras plus haut. » S'avançant, Cyrus tendit les bras à Mélie et s'apprêtait à la prendre contre lui quand Aureliane pointa sa dague vers son cou. Il dit : « Mais attention, hein, pas d'entourloupe où je découperai tes ailes plume par plume. » Déglutissant, le jeune Céleste hocha la tête avant de s'avancer à nouveau. Mélie prit sa main
s'accrocha à son cou tandis qu'il passait les bras autour de sa taille, et dans un mouvement fluide, il déploya ses ailes, recula avec elle et plongea en arrière. La jeune fille poussa un cri et Aureliane se précipita vers le bord de la falaise. 2/10 de seconde plus tard, Cyrus et Mélie remontèrent en piqué devant lui, le dépassant à grande vitesse, en s'élevant dans les airs. La jeune fille poussa un deuxième cri. Non, c'est pas ça. Le jeune elfe secoua la tête, rangea sa dague et reprit son ascension. Libéré de la présence, habile, bien que lente, de sa protégée, il avançait beaucoup plus vite et était à moitié du chemin restant quand ils disparurent dans les nuages. Moins d'1 minute plus tard, Cyrus redescendait le long de la paroi à sa recherche. Il parut surpris de l'avancée de l'elfe, mais calqua sa position à la sienne. Le temps qu'Aureliane trouve un appui suffisamment stable pour se retourner et s'agripper à lui. Réprimant une grimace, Cyrus le tint contre lui avant de battre des ailes frénétiquement et commencer à s'élever dans les airs. Cherchant les courants ascendants qui leur permettraient de remonter plus vite, il fit des cercles et laissa l'air s'engouffrer dans ses plumes. Très vite, ils passèrent dans la couche nuageuse. Aureliane réprima un frisson, parce que l'air était froid et humide et on n'y voyait pas à 2 mètres. Si Cyrus ne faisait pas attention, il pourrait se cogner contre un rocher et perdre l'équilibre, chutant violemment. Mais le jeune Céleste semblait connaître le chemin par cœur, parce qu'il zigzagua un peu avant de monter en flèche, perçant la couche de nuages. Aureliane aperçut le promontoire rocheux et Mélie, qui les attendait un peu en retrait, évitant de se montrer avant d'être rejointe par son protecteur. Quand il posa enfin les pieds sur un sol bien dur, le jeune elfe poussa un soupir de soulagement. Sans un mot de plus, bizarrement, Cyrus leur montra le chemin qui courait au sommet vers une cité fabuleuse. Puis il retourna se poster sur son rocher pour observer le monde, leur lançant un au revoir de la main tandis qu'ils se mettaient en route. Le chemin qu'ils empruntèrent était des plus singuliers. On avait l'impression de marcher littéralement sur un nuage. Ils ne s'éloignèrent pas du centre du sentier car les bords semblaient s'effilocher, et comme ils ne voyaient pas assez ce qui se cachait en dessous de la couche nuageuse, ce n'était pas le moment de zigzaguer trop près de ce qui pouvait être une chute mortelle ou de rochers coupants. Avançant rapidement, ils arrivèrent vite aux portes majestueuses qui marquaient l'entrée de la cité. Ils passèrent rapidement sous les arches d'or et de platine, en forme de harpe, et pénétrèrent dans la cour centrale. Les bâtiments s'agençaient gracieusement autour, tous de marbre blanc, les colonnes de style grec montant haut dans le ciel, soutenant les arches triangulaires lourdement sculptées de bas-reliefs racontant la mythologie d'Oriana. Mélie se serait crue à Athènes, pendant l'âge d'or de la cité antique. Ses yeux ne savaient où se poser. Elle engloba la totalité de la cité de son regard turquoise, émerveillée. Aureliane aussi était ébloui par la beauté du lieu, mais il restait vigilant. Personne ne semblait sortir des temples et autres bâtiments de marbre. Aucun visage ne se penchait aux ouvertures dans les façades, et pas un bruit de pas ne se faisait entendre dans toute la cité. Mélie sembla arriver à la même conclusion que lui sur l'absence de Céleste, car elle tourna la tête vers le chemin et Cyrus, qui leur tournait le dos, au loin. La jeune humaine se demanda si elle devait retourner auprès du jeune Céleste pour lui demander de les guider dans la cité. Mais un coup d'œil au chemin la stoppa. Celui-ci commençait à se déliter, et cette impression qu'elle avait eu de marcher sur un nuage se révélait presque vraie. Là où ils avaient marché, il n'y avait maintenant que quelques nuages épars et le vide en dessous. Comme une sorte de pont suspendu entre le promontoire de Cyrus et l'entrée de la cité. Paniquée, la jeune fille comprit en même temps qu'Aureliane que leur retraite était coupée et qu'ils n'avaient plus qu'un seul choix, avancer dans la cité. Devant eux, s'étalant dans toute sa splendeur, elle les attendait. Avançant prudemment sur le sol de marbre blanc, Aureliane et Mélisandre restaient sur leur garde. Le jeune elfe n'avait pas sorti sa dague, mais sa main était posée sur le fourreau de celle-ci, prêt à dégainer à la moindre menace. Mélie tenta de tracer des signes avec ses doigts, mais sa magie était toujours inopérante. Ne voulant pas activer son pouvoir du vent, qu'elle ne maîtrisait pas totalement, elle se sentait démunie. Serrant les poings et les dents, elle carra ses épaules et marcha vers le temple le plus proche. Jetant un bref coup d'œil par l'ouverture principale, elle vit qu'il était totalement vide.
Passant au suivant, elle marcha plus vite, Aureliane sur ses talons pour couvrir ses arrières. Après avoir fait le tour de tous les bâtiments présents, ils se retrouvèrent au centre de la cour. Le dessin du marbre sous leurs pieds représentait une version stylisée d'Oriana. Fatiguée par la montée et à la recherche dans la cité, Mélie s'assit sur le sol et posa la main sur une représentation miniature de la capitale de Nitrospel, Samaria. Sous ses doigts, la dalle de marbre s'illumina, et, comme avec une immense loupe, sous leurs yeux se déploya la gigantesque cité humaine. Mélie retira sa main et les temples de marbre reprirent leur place. Se déplaçant sur le sol, elle posa alors tour à tour la main sur Nidivel, la cité royale de Dragonim, puis sur Roga, en Ivar, ensuite sur le village elfe où vivait la famille d'Aureliane. À chaque fois, comme si les lieux se téléportaient instantanément, le paysage changeait. Mais les habitants ne semblaient pas les voir. Une sorte de barrière, irréelle et translucide, séparait Mélie et Aureliane d'eux. Prise d'une soudaine intuition, la jeune humaine chercha sur le sol le mont Ekata. Connaissant la géographie d'Oriana mieux qu'elle, le jeune elfe la guida, mais en s'abstenant de toucher la carte magique. Plaçant ses doigts sur la pointe, représentant l'immense montagne, Mélie sentit la dalle trembler sous elle. Tentant de ne pas tomber, elle plia les genoux pour se stabiliser, tandis que le paysage des temples de marbre s'effaçait. Pas de barrière translucide ce coup-ci. La magnifique cité des Célestes sembla sortir des nuages, étalant sa majesté de grandeur. Et elle était peuplée. Entre les architectures hautes de plusieurs dizaines de mètres munies de balcons ouverts, une multitude d'êtres ailés voltigeaient, tournoyaient, volaient en cercle dans les courants ascendants ou tombaient en piqué vers le sol, recouverts d'une légère brume nuageuse. Contrairement à l'image précédente, l'espèce de mirage de temple blanc, la vraie cité était colorée, richement colorée. Mélie se releva et s'apprêtait à avancer vers elle, quand une voix dans son dos la fit violemment sursauter et dégainer Aureliane. « Vous me cherchiez ?» « Je crois qu'on a trouvé Agatha. » Chapitre 25. L'apparition était d'une pureté sans égale. Un corps long et mince, vêtu d'une robe longue couleur d'azur, des cheveux blonds pâles qui captaient sans peine la lumière des soleils, illuminant sa tête d'une auréole irréelle. Des yeux bleus, clairs, si limpides, et pour couronner l'ensemble, une fantastique et gracieuse paire d'ailes d'un blanc pur, sans tache, qui pendait dans son dos. Se redressant, la céleste Agatha les dominait tous deux de sa haute taille. Aureliane rangea sa dague en vitesse et s'inclina, imitée par Mélie. Autour d'eux, d'autres célestes les observaient, certains avec bienveillance, d'autres avec méfiance et mépris. « J'ai eu l'écho de votre venue, dit Agatha en tournant son regard vers Cyrus, qui observait toujours le monde depuis son promontoire. Quelle est la raison qui vous a poussé à braver l'ascension pour venir me voir ?» Mélie donna un petit coup de coude à Aureliane pour l'inciter à parler. Soudainement tout timide, le jeune elfe se tordit les mains, le regard baissé, avant de se racler la gorge et de dire « Ma mère enceinte est victime d'un puissant maléfice, et d'après une amie fée, vous seriez la seule à pouvoir la guérir. » Agatha pencha la tête sur le côté, comme si elle écoutait des propos inaudibles aux oreilles des deux jeunes. Puis elle éclata de rire. « Cette petite dévergondée d'Eldrine ?» demanda-t-elle en riant à gorge déployée. « Cela fait longtemps que je n'ai pas conversé avec elle. » « Et cette chère Elina, si douce, si aimante, poursuivit-elle en reprenant son sérieux d'un coup. Il est intolérable pour moi qu'elle trépasse à cause d'un petit maléfice de rien du tout. » Tournant sur elle-même, elle se pencha et posa la main sur la carte, au sol, directement sur le visage à l'arbre immense. Orientant son regard vers celui-ci, elle sembla sortir de son corps et se projeta vers le centre médical.
Auréliane et Mélissandre la regardaient faire sans bouger. Pendant plusieurs secondes, rien ne bougea, si ce n'est la tête d'Agatha qui oscillait imperceptiblement, ses yeux changeant d'expression à toute vitesse. Elle fit une grimace de dégoût, comme si elle avait touché physiquement le maléfice, puis sembla se retirer en elle-même. Ses yeux d'un bleu limpide se teintèrent de sombres pensées avant qu'une étincelle ne les éclaire de nouveau. Songeuse, elle se tourna vers la cité des Célestes, semblant y chercher une approbation muette. Soupirant, elle dit à Auréliane : « Je vais t'aider avec ta mère, parce qu'elle m'est chère et que sa disparition entraînerait plus de désastres que de bienfaits. Mais pour cela, je vais avoir besoin d'un nouveau réceptacle au maléfice. Il me faut un œuf de dragon. » « Un œuf de dragon ? Non mais franchement, elle pouvait pas demander autre chose. De plus simple de préférence, grogna le jeune elfe. Alors je vous rassure, ils sont partis. Ils parleraient pas comme ça devant elle. Surtout qu'ils risquent de ne pas être contents qu'on leur vole un œuf, répondit Mélie en soufflant bruyamment. Agatha les avait téléportés dans la zone volcanique d'Icop, un pays à dominance naine, dont les montagnes, au sud, abritaient une forte activité magmatique et une importante colonie de dragons. « Chiminaja va me faire la peau, c'est sûr, soupira Auréliane en secouant la tête. Sans compter qu'elle va forcément le raconter à Saladra et Malfador. Ah, j'ai pas fini d'entendre parler de cette histoire. »« Qui est Chiminaja ?» demanda la jeune elfe. La jeune humaine, pardon. « La compagne de notre amie à écailles bleues. Elle est gentille la plupart du temps, ricana l'elfe, en grimpant sur un rocher et en tendant la main à Mélie pour qu'elle le rejoigne. Mais là, elle va être en pétard, hein. Tu crois qu'Agatha va détruire son œuf après y avoir incorporé le maléfice ? Questionna-t-elle. J'espère pas, répondit-il. Regarde, on arrive en vue de sa grotte. Devant eux, à environ 100 mètres en amont, se découpait l'entrée d'une caverne, aussi noire que la nuit et sûrement très profonde. T'inquiète pas, dit Auréliane, elle ne nous mangera pas. Normalement. Me voilà rassurée, dit Mélie avec sarcasme. Instinctivement, la jeune fille se rapprocha de son protecteur et, ensemble, ils entrèrent dans l'ouverture béante. La roche qui les entourait, avec cette teinte ocre typique des fermes ferreuses. Des stalactites tombaient du plafond, haut de plusieurs dizaines de mètres, et quelques stalagmites brisés parsemaient le sol en pente douce. Des profondeurs de la caverne leur parvenait un bruit sourd, mais rythmé. Intrigués, ils avancèrent d'un même pas, alertes, mais rapides. Le tunnel se resserrait légèrement et obliquait vers l'ouest. Très vite, les deux jeunes se retrouvèrent dans le noir total. Attrapant un vieil os par terre et l'entourant de ce qui ressemblait à un bout de tunique mitée datant de centaines d'années, Auréliane activa son pouvoir et créa une minuscule flamme au bout de ses doigts. Il enflamma sa torche de fortune et la brandit devant lui en avançant. Il prit la main de Mélie dans son bras libre et les guida vers le fond de la grotte. Jetant un regard en arrière, la jeune humaine retint un cri quand, dans les ombres déclinantes de la flamme, elle vit d'où provenait l'os et le tissu qu'Auréliane avait pris. Un vieux, très vieux squelette de chevalier en armure gisait là, sa mâchoire pendante, ses armes encore à ses pieds. Auréliane entraîna sa protégée loin du cadavre, remontant la piste du bruit. Tournant à un coin, ils arrivèrent dans une cavité naturelle, très haute de plafond, dont les nombreuses fissures laissaient passer la lumière du jour. Sous les discrets rayons, bien éclairés pourtant, se trouvait un nid de dragon, fait de branchages épais, de feuillages touffus et de pierres à sa base. Il était plus haut que ce à quoi Mélie s'attendait. Elle n'arrivait pas à voir l'intérieur, et Auréliane peinait également, malgré ses 15 centimètres de plus, à discerner les contours des œufs présents. « Monte sur mes épaules, dit-il à la jeune fille, et décris-moi l'état du nid. » Posant un genou à terre, la jeune elfe aida sa protégée à grimper le long de son dos. Elle se stabilisa et se releva en souplesse, la tenant par le bas des cuisses. Et il se releva en souplesse, la tenant par le bas des cuisses. Ses pieds à elle calaient de part et d'autre de ses côtes à lui. Auréliane s'approcha du nid, portant sans peine le poids de Mélie, et celle-ci posa les mains sur l'enchevêtrement de branchages et se pencha pour regarder. « Je crois qu'on a un problème, dit-elle. « De quel genre ? Demanda son porteur. Tous les os sont éclos et je crois que Chiminaja n'est pas contente de nous voir. Tu la vois ? S'alarma-t-il.
Elle me fusille du regard en ce moment même. Je voudrais descendre. Tout de suite, s'il te plaît, avant qu'elle n'ait l'idée de me carboniser. Reculant précipitamment, Aureliane faillit faire tomber Mélie quand une grande patte griffue s'abattit à quelques mètres d'eux. Chapitre 26. Le puissant rugissement fit trembler les murs de la caverne, de la poussière tombant même des fissures du plafond. S'inclinant rapidement, Aureliane fit passer Mélie au-dessus de sa tête dans un mouvement acrobatique qui surprit la jeune fille, bien qu'elle atterrisse sur ses deux jambes. Poussant sa protégée dans une infractuosité juste assez large pour elle, il fit face à la dragonne qui le chargeait. Celle-ci avait la grâce d'une salamandre, avec de longues pattes mobiles au bout desquelles se trouvaient de petites griffes vernies en noir. Ses écailles étaient couleur pétale de rose, striées sur le dos de rayures couleur framboise. L'intérieur de ses ailes de peau, ses cornes sur l'arrière de sa tête et le bout de sa queue en éventail étaient de la même couleur framboise. Ses petits crocs étaient bien visibles pour le jeune elfe, car elle ouvrait largement sa gueule pour inspirer en vue de cracher son feu sur lui. Se déplaçant en souplesse, il éloigna la créature de Mélie et commença à tracer des signes avec ses mains, tout en évitant les coups et jets de feu de la dragonne qui le suivait. Elle semblait perdue dans un état de fureur aveugle, et bien qu'elle connaisse le jeune elfe, elle ne le reconnaissait visiblement pas. Lançant ses mains devant lui, il envoya sa magie sur elle. Le sort la toucha de plein fouet, la faisant reculer sous l'impact. Elle secoua la tête, perturbée avant de poser de nouveau les yeux sur Aureliane. Ses yeux noirs s'écarquillèrent quand elle le reconnut, et le soufre brûlant qui remontait dans sa gorge s'éparpilla autour de sa gueule quand elle l'ouvrit de surprise. Toussant pour évacuer les dernières braises qui encombraient sa bouche, elle se pencha vers le jeune elfe et lui dit « Ça fait longtemps que je te cours après ?» Se détendant immédiatement, Aureliane relâcha ses muscles contractés par la poursuite. S'avançant vers elle, il prit la patte avant qu'elle tendit vers lui et fit une révérence. « Quand on veut demander quelque chose à un dragon, on se montre poli, » lui avait assez répété sa sœur. « Je te salue, Shiminaja, » dit-il en se relevant. « Cette petite lutte était très divertissante, et je m'excuse de t'avoir dérangée sans prévenir. »« Divertissante » s'exclama Mélie en s'extrayant de l'infractuosité où elle était restée. La dragonne lui jeta alors un coup d'œil surpris avant de revenir vers l'elfe. « T'as protégé ?» dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Je te présente Mélissandre. » Shiminaja se dressa sur ses pattes arrière, toisant la jeune fille qui s'approchait de sa haute stature. D'un examen visuel rapide, elle semblait la considérer comme non dangereuse, car elle retomba vite sur ses pattes avant et s'assit devant eux. « Qu'êtes-vous venu faire dans ma caverne à cette période si particulière ?» demanda la dragonne. Du nid s'éleva alors des gazouillements de bébés, et Shiminaja tourna la tête vers eux. Mouvant son long corps dans une gracieuse rotation, elle s'approcha de l'enchevêtrement de branchages et se mit à roucouler au-dessus. Jetant un regard par-dessus son épaule écailleuse, elle invita d'un signe de tête les deux jeunes à s'avancer. Trop bas pour apercevoir quoi que ce soit, elle les laissa monter sur sa longue queue et les souleva à hauteur du bord. Dans le nid, de gigantesques plumes chamarrées faisaient un matelas douillet à 3 adorables dragonneaux. Le premier était d'un blanc, avec une crête ciselée rouge vif, de petites cornes noires sur la tête, et les mâchoires, et de grands yeux violets, ses minuscules ailes de chauve-souris battant dans son dos. Le second arborait des écailles couleur orchidée, une ligne pelucheuse noire sur le dos et la queue qui se finissait par 4 pointes noires, de malicieux yeux noisettes et des ailes de peau pareilles à celles de sa mère. Le troisième était une petite dragonne, bleue comme Saladra, avec une crête en épi blanche, des ailes à plumes et d'hypnotisants yeux verts. Les 3 bébés dragons, encore entourés de débris de leurs coquilles, se chamaillaient gentiment, poussaient de petits cris et faisaient bouger queue et ailes pour s'exercer. « Ils sont trop mignons !» dit Mélie en s'attendrissant. « Comment s'appellent-ils » Poussant de la tête quelques plumes pour faire un oreiller moelleux à l'un des dragonneaux, qui bâillait, leur maman dit « Le blanc, c'est Kamigawa. Le violet, c'est Reijilaya. Et la bleue s'appelle Souldrina. C'est moi qui ai choisi les prénoms. » Saladra les a rebaptisés Camille, Reiji et Drina, poursuivit-elle en secouant la tête avec un petit sourire aux lèvres. Se redressant à côté du nid, elle redevint sérieuse et dit « Vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous êtes venu dans ma caverne, ni pourquoi vous vouliez voir mes œufs. »
Aureliane soupira, descendit de la queue de Shiminaja et tendit la main à Mélie pour qu'elle descende également. Faisant face à la dragonne rose, il lui expliqua le maléfice qui touchait sa mère, leur voyage jusqu'à la cité des Célestes et la requête d'Agatha. Soufflant bruyamment par le nez, Shiminaja semblait ébranlé. Elle connaissait bien Elina et l'appréciait beaucoup, et la demande d'Agatha la surprenait pas vraiment. Elle jeta un coup d'œil à son nid puis leur dit « Je suis navrée de ne pas pouvoir vous aider. Je ne pourrai pas pondre de nouvel œuf avant que mes petits ne soient sevrés, ce qui prend en général 2 à 3 ans. J'aimerais pouvoir vous apporter cette aide, mais c'est biologiquement impossible pour moi. » « Attends, dit Aureliane, tu aurais été prête à sacrifier un de tes précieux yeux pour sauver ma mère ?»« Qui parle de sacrifice ?» s'amusa la dragonne. « Tu m'as bien dit qu'Agatha cherchait un réceptacle pour un maléfice. Les dragons sont des créatures magiques par essence. Le fait de transférer ce maléfice à un embryon de dragon ne lui fera aucun mal. Au contraire, ce sort boosterait plutôt la magie déjà présente dans l'œuf et rendrait le bébé dragon plus vigoureux et plus fort. Mais pas plus mauvais. J'aurais été honorée qu'un de mes petits soit pourvu d'un tel avantage. » Elle roucoula encore au-dessus du nid, les dragonneaux bâillant les uns après les autres avant de se pelotonner sur eux-mêmes pour s'endormir. « Sortons, chuchota Shiminaja en reculant légèrement. Ils doivent dormir et j'ai quelques informations à vous donner pour vous aider. » Accompagnés par presque 3 tonnes de dragonnes roses, Mélie et Aureliane rebroussèrent chemin. En sortant de la cavité lumineuse, ils se retrouvèrent de nouveau dans le noir. Mais cela ne dura qu'un instant, car Shiminaja gonfla ses poumons et, en ouvrant à peine la bouche, laissa échapper un mince filet de flamme qui illumina le chemin devant elle. Ils repassèrent devant le squelette du cavalier et Mélie frissonna malgré elle. Marchant vite, pour ne pas se laisser distancer par les grandes enjambées de la dragonne, ils firent le chemin retour en à peine quelques minutes. Quand ils arrivèrent à l'entrée, aux stalactites et aux stalagmites, Shiminaja s'arrêta. Les rayons du soleil entraient à flot dans la grotte, créant des vagues iridescentes sur sa peau écailleuse. Elle s'assit sur ses pattes arrière et tendit le cou, en fermant les yeux pour profiter de la chaleur solaire. Son long corps se détendit et elle gonfla ses poumons d'air frais. Ouvrant les yeux, elle se pencha vers les 2 jeunes et dit en montrant de la tête une montagne au sommet brisé. « Vous voyez cette montagne ? À son pied se trouve une caverne à l'ouverture en dents de scie. C'est là que vit Aldaïdreya, une dragonne bleu foncé au sale caractère. Je sais qu'elle et son compagnon se sont installés là pour faire leur nid. Comme elle s'est retirée sous terre après moi, ses œufs ne doivent pas encore avoir éclos. Mais je vous mets en garde, poursuivit-elle en se redressant pour regarder la montagne. Cette dragonne est sujette aux crises de colère, et elle a une grande famille. Je ne serais pas étonnée que sa tanière soit gardée par de jeunes dragons de ses couvées précédentes, ou par des prétendants éconduits, mais néanmoins toujours pleins d'espoir. Il va vous falloir ruser pour vous approcher d'elle et de ses œufs. « Tu ne peux pas venir avec nous et lui expliquer ?» demanda la jeune humaine. « C'est impossible, répondit la dragonne en secouant la tête. Je ne peux pas m'éloigner de mon nid. Mes petits ont besoin de moi et je dois défendre ma tanière contre d'éventuels squatteurs qui pourraient ne faire qu'une bouchée de ma couvée. Je vous aurais bien prêté Saladra pour vous aider dans cette mission, mais je ne sais pas où est parti se cacher Slasher. Il préférerait dormir dans un volcan que de supporter les braillements des dragonneaux, dit-elle en grimaçant. « Ne t'en fais pas, répondit Aureliane, en lui prenant la patte avant. Nous allons nous débrouiller. » Baissant sa tête au niveau de celle du jeune elfe, la dragonne lui chuchota quelques mots à l'oreille et il acquiesça, la remerciant. Puis, il prit la main de Mélie et commença à avancer. Arrivé à l'extrémité de la sortie, il se retourna et dit « Quand tes petits auront exercé leurs ailes, viens au village. Calista sera ravie de te voir. »« Je n'y manquerai pas, mon jeune ami, répondit Shiminaja. Bonne chance à vous deux. »« Merci, on va en avoir besoin, conclut Aureliane en s'éloignant. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le nez qui se bouge dès que je commence à raconter. C'est dingue. Chapitre 27. Je sais qu'on doit être discret, dit Mélie. Mais pourquoi tu ne peux pas nous téléporter plus près de la montagne? On en a pour des heures à faire le trajet, là. Je peux te porter si tu veux, ricana l'elfe. Au moins comme ça, on avancerait plus vite. La jeune fille lui tira la langue avant de grimper à sa suite sur un rocher, puis sur le suivant, et encore un autre. Elle avait les pieds en compote, des éraflures sur les genoux,
et les paumes et les muscles de ses jambes demandaient grâce. Aurélien, au contraire, semblait frais comme un gardon, sautant de pierre en pierre avec une agilité que lui jalousait Mélisandre. « Je vais finir par te prendre au mot, grommela-t-elle avec une énième escalade de rocher. « J'en peux plus !» « On ne peut pas se permettre de s'arrêter, dit son protecteur. C'est un terrain trop découvert et je n'aime pas voir ces dragons voler dans le ciel au-dessus de nous. Allez, grimpe sur mon dos. » Soupirant bruyamment, Mélie prit appui sur une pierre, s'agrippa au cou d'Aurélien et passa ses genoux autour de sa taille. Il plaça une main sous sa jambe pour la stabiliser, avant de se remettre à avancer plus vite qu'avant. « Active ta magie au cas où, dit-il. J'ai besoin de mes mains pour grimper et surveille le ciel. Dis-moi si tu remarques un mouvement suspect. » La jeune fille acquiesça dans son cou et scruta le ciel avec une pointe d'angoisse. Les dragons faisaient un concours d'acrobatie dans le ciel, couvert de nuages gris sombres. Et au loin, le tonnerre grondait, et certains volcans crachotaient leurs fumées toxiques, et parfois des boules de feu. Se laissant balloter de droite à gauche par les mouvements d'Aurélien, Mélie se sentit devenir léthargique. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait dormi correctement. Secouant la tête pour s'éclaircir les idées, elle jeta un coup d'œil morne au ciel. Sursautant violemment, à présent totalement réveillée, elle poussa un cri strident quand un dragon commença à fondre sur eux. L'onde de choc se propagea sur plusieurs centaines de mètres, faisant vibrer les stalactites et grogner les dragons des environs. Ouvrant un œil, Mélisandre fut extrêmement surprise d'être encore vivante et entière. Toujours accrochée au cou d'Aurélien, ses mains pulsaient de magie, et une bulle de protection haute de 3 mètres les protégeait à tous deux. Le dragon s'était violemment cogné contre celle-ci et dodelinait de la tête à sa limite. Il était noir et rouge, de gracieuses arabesques bordeaux sillonnant son corps longiligne, ses ailes de peau membraneuses largement écartées et sa queue se terminant par une dizaine de pointes fines se balançant doucement dans l'air. Secouant sa tête massive, il posa ses yeux jaunes sur les deux bipèdes, un rictus contrarié aux lèvres. Levant sa patte avant, il tâta la bulle, cherchant une faille. Morte de trouille, Mélie tentait de rester concentrée pour maintenir la protection, tandis qu'Aurélien se redressait et avançait de nouveau vers la grotte. La bulle suivit le mouvement et le dragon aussi. Il fonça dessus avec sa tête, tenta de la mordre, de la griffer, cracha des flammes dessus, mais la protection ne faiblit pas. Intrigués, d'autres dragons tombèrent du ciel autour de la sphère et commencèrent à jouer avec, l'escaladant, donnant des coups de museau et de dents dedans. Puis, ce fut le drame. Avançant toujours malgré les grandes créatures, Aurélien et Mélisandre se retrouvèrent bloqués par un rocher plus haut que les autres. Ne sachant pas comment réagirait la bulle à un changement de surface au sol, ils se retournèrent pour faire face au dragon maintenant au nombre de 4. Le face-à-face avait tout d'un duel façon western. Mélie n'était pas très branchée film de cow-boy, mais la scène surréaliste qui se déroulait sous ses yeux lui rappelait franchement le final d'un de ses films. Mais qui se ferait tuer dans leur scénario ? Lentement, Aurélien sortit ses dagues, se préparant au combat qui s'annonçait difficile. La jeune humaine, toujours accrochée à son dos, traçait des signes avec ses doigts, mobilisant sa magie. Les dragons ne les quittaient pas des yeux et se préparaient, gonflant leurs poumons d'air chaud pour cracher un torrent de flammes. « Mélie, à 3, tu désactives ta bulle de protection, d'accord ?» demanda le jeune elfe. « Je suis morte de trouille !» répondit-elle dans un souffle. « Je ne sais pas si je serai assez rapide pour envoyer mon sort sur eux avant qu'ils nous carbonisent. »« Je crois en toi, » dit-il en pressant sa main accrochée à son épaule. « Je suis sûr que tu peux y arriver. Je mets ma vie entre tes mains. » Touchée par cette déclaration, la jeune fille redressa les épaules, braquant son regard sur les dragons en face d'eux. Ses mains se mirent à pulser plus intensément et Aurélien, dans un souffle qu'elle seule entendit, dit « 1, 2, 3 » Chapitre 28. À l'instant même où la bulle s'effaça, une silhouette sortie de nulle part surplomba la scène, détournant l'attention des dragons en sifflant. Aussitôt, le jeune elfe passa à l'attaque. Lançant ses 2 dagues sur les dragons les plus proches, tandis que Mélie jetait son sort de pétrification sur le 3e, sautant souplement du haut du rocher, la silhouette retomba sur le museau carré du dernier dragon, un spécimen vert vif aux ailes roses. De stupeur, il s'étouffa un peu avec ses propres flammes. Reculant contre la paroi, Aurélien et Mélisandre commencèrent à grimper pour se mettre hors de
hors de portée des gueules béantes et des crocs tranchants. Véritables virtuoses de rodéo, leur sauveur était à présent calé derrière la crête du dragon vert et encaissait artistiquement les ruades et autres secousses de la créature. Ce comportement intrigua un instant le jeune elfe, qui s'arrêta au sommet du tas de pierres pour regarder. Il lui rappelait fortement sa sœur Calista, mais celle-ci était auprès de leur mère et ne pouvait donc pas être cet acrobate dresseur de dragons, pardon. Les autres s'étaient calmés, légèrement blessés et figés par le sort de Mélie. Les deux jeunes soufflèrent quelques minutes, et le rodéo s'acheva très vite, le dragon vert criant grâce face à son adversaire. S'affaissant aussi gracieusement qu'il le pouvait contre la paroi rocheuse, le saurien le laissa descendre de son cou et aplatit son museau à ses pieds, reconnaissant sa défaite. Toute vêtue de noir, la silhouette se tourna vers Aureliane et Mélisandre, en défaisant le bandeau qui cachait une grande partie de son visage. Lentement, un sourire s'épanouit sur le visage du protecteur et il s'approcha d'elle en tenant Mélie par la main. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux, dit leur sauveur. Nous non plus, dit Aureliane, mais c'est un plaisir de te voir, cousine Lysra. Délaissant les dragons qui s'éparpillèrent sans demander leur reste, les trois jeunes se mirent en marche. Aureliane, portant toujours une Mélie un peu fatiguée sur ses épaules, expliqua en détail leur folle aventure pour sauver leur mère. Sa mère, pardon. La jeune elfe l'écoutait d'une oreille attentive, ses pérégrinations l'ayant emmenée bien loin de chez elle. Mélisandre, qui gardait le silence, observa cette nouvelle alliée. Elle avait le teint chocolat au lait, un brin plus foncé que sa cousine Orphée, de longs cheveux blonds argentés et, surtout, quand son regard croisa celui de la jeune humaine, celle-ci put voir que Lysra avait un œil bleu et un œil couleur myosotis. Cette hétérochromie se faisait pourtant discrète, les deux couleurs s'harmonisant, lui donnant un charme fou. De son mètre 80, elle dépassait de peu son cousin, et sa silhouette élancée était taillée pour combattre. Les muscles jouaient sous sa peau, et ses longs cheveux, tressés à la va-vite sur le côté gauche de son visage, lui donnaient des allures féroces de guerrière. Pour se fondre dans l'environnement ambiant, elle portait une tenue de cuir de la même teinte que les pierres et les roches volcaniques autour d'eux. Un arc long et un carquois rempli de flèches dépassaient par-dessus son épaule droite. Mélie se demanda un instant pourquoi elle ne les avait pas utilisés sur les dragons, puis repensa au cuir épais et aux écailles tranchantes de chimie. À coup sûr, aucune flèche, aussi affûtée soit-elle, n'aurait pu transpercer une telle armure naturelle. Tout en surveillant le ciel avec attention, ils avancèrent à un rythme soutenu, et, moins d'une heure plus tard, se retrouvèrent en vue de la caverne à Dancy. Malheureusement, son entrée était gardée, non par un dragon, mais par 5. Un mâle en particulier, énorme, bleu avec une carapace ventrale jaune vif, des ailes à plumes, une crinière de poils ocre sur le dos et une nageoire caudale horizontale au bout de sa queue montait la garde juste à l'entrée de la caverne. Les autres dragons, plus petits, faisaient des tentatives d'incursion, montraient l'écrou et battaient des ailes d'un air menaçant. Gonflant ses larges poumons, le gros dragon bleu souffla un gigantesque torrent de flammes sur eux, les éparpillant quelques instants avant qu'ils ne reviennent à la charge. La raison de cet acharnement dépassait un peu Mélisandre. Mais Aureliane et surtout Lysra avaient compris qu'il s'agissait là de véritables prétendants voulant s'accaparer la femelle tapie au fond de la grotte, et que le mâle bleu défendait son territoire face à ces intrus. « Comment va-t-on pouvoir entrer » demanda la jeune humaine sans quitter des yeux le spectacle de ces géants à écailles en plein rut. Si Orphée avait été là, elle aurait pu s'infiltrer dans la tanière et ressortir en moins de 15 secondes avec l'œuf sans qu'aucun dragon n'ait le temps de la voir. Mais là, je sais pas trop comment faire, répondit Aureliane. En silence, ils observèrent le manège des dragons, intrus, et du mâle défendant son territoire. Lysra surtout était attentive, car sa mission était d'étudier ces êtres-là, et elle avait un parfait exemple de la possessivité des grands reptiles. Captant un détail, elle observa celui-ci se répéter une fois, 2 fois, 3 fois. Faisant signe à Aureliane et Mélie, elle redescendit un peu et tous trois se cachèrent dans une anfractuosité de la roche pour discuter. « J'ai remarqué un détail intéressant, dit-elle.
Quand le dragon bleu a fini de souffler ses flammes sur les autres, il y a un temps de latence où chacun observe les autres pour voir qui va s'avancer le premier et remettre le chef au défi. Si nous profitions de ce moment, il y a un moyen de s'infiltrer dans la grotte à leur insu. Pour ça, il faudrait être extrêmement rapide, répondit Aureliane. Ça ne fait pas partie de mes compétences de base, et Mélie non plus ne peut pas courir aussi vite que tu le souhaites. Et si l'un de nous faisait diversion ? Questionna la jeune fille. Cela distrairait les dragons suffisamment longtemps pour que les autres entrent et ressortent avec l'œuf sans être repérés. C'est une bonne idée, dit Lysra. Je peux faire diversion pour vous. En fait, lui répondit Aureliane, je pense que le mieux serait que Mélie et moi fassions diversion pour que tu puisses passer. Tu es plus rapide et tu cours mieux que les dragons. Tu connais mieux les dragons que nous. Vous êtes sûr ? Demanda la jeune elfe. C'est quand même extrêmement dangereux de contrarier des dragons, même juste pour faire diversion. J'espère que vous avez un bon sort d'inifugation pour vous protéger des flammes. Ne t'inquiète pas pour nous, on va se débrouiller, répondit Aureliane. Alors, tu es partante pour aller voler un œuf de dragon ? Chapitre 29. Tu sais, mes sorts ne sont pas toujours au point, dit Mélie à Aureliane, en commençant à tracer des signes avec ses doigts. Je ne te demande pas de faire quelque chose de discret ou de délicat, lui répondit-il. Il faut que ça fasse un maximum de boucan et de lumière. Comme des feux d'artifice ? Demanda-t-elle. Exactement, lui sourit le jeune elfe. Mets le paquet, ma grande. Mélie lui sourit avant de se concentrer sur ses mains. Fronçant les sourcils, elle enchaîna les gestes avec ses doigts afin de créer une boule d'énergie détonnante. Dès que tu auras lancé, je veux que tu te caches dans cette fissure avec un sort d'invisibilité, dit Aureliane. Mais, et toi ? Lui demanda-t-elle. Je vais me faire un plaisir de les énerver bien comme il faut, répondit-il avec un grand sourire. Prête ? Tapis entre deux gros rochers, Lysra attendait le signal de Mélie et Aureliane. Rejetant sa tresse en son dos, elle scruta les dragons à l'entrée de la grotte. Le mâle dominant venait de souffler une énième vague de flammes sur ses rivaux qui battaient en retraite momentanément. La tension était à son comble, raidissant ses muscles, aiguisant sa vision et son ouïe. Quand une détonation suivie d'un flash lumineux éclata, elle sut immédiatement que le moment était venu pour elle d'intervenir. Sautant sur ses pieds, elle ne perdit pas une seconde et fila comme le vent entre les ranges coupantes, les fissures profondes et les petites cheminées d'où s'échappaient des fumerolles de gaz nauséabonds. Avisant les dragons qui tournaient la tête puis le corps vers Aureliane qui les haranguait depuis un promontoire de pierre, la jeune elfe accéléra sa course et passa entre les pattes du premier, un spécimen bleu glacier aux discrètes lignes roses et crêtes blanches. Glissant subrepticement dans la terre, elle sauta par-dessus la queue du deuxième, rouge tacheté d'orange, avant de s'accroupir derrière le troisième, plus petit que les deux autres, violet aux taches noires. Son corps recouvert de cicatrices, sa queue finit par une lame tranchante d'un argenté étincelant. Les dragons se mirent en branle, déployant leurs ailes pour décoller à la poursuite du jeune elfe qui les narguait. Lysra quitta sa position, courant et sautant pour rester au maximum caché au regard du dragon bleu, lequel n'avait pas encore décidé s'il allait se lancer à la poursuite de l'insolent petit bipède ou pas. Le quatrième dragon, un jeune mâle lilas aux fines lignes bleues, poussa un rugissement guttural avant de s'élancer dans les airs juste au moment où Lysra passait sous son aile. Craignant un instant d'avoir été démasquée, elle se jeta derrière un rocher qui la camoufla efficacement. Ses habits ocres la confondaient avec la pierre autour. Les dragons s'élevèrent dans le ciel dans un désordre tout relatif et commencèrent à plonger vers le jeune elfe qui continuait à les narguer en lançant des sorts maladroitement et en jouant à cache-cache dans les fissures de la roche. Profitant de cette débandade, le dragon bleu se retourna pour rentrer dans la grotte. Lysra profita de ce mouvement pour s'accrocher à la base de sa queue dans une zone qu'elle savait insensible. Elle se laissa porter et elle suivit l'immense reptile tout au fond de sa caverne. Le plan avait parfaitement fonctionné. Mélie était à l'abri dans une fissure et seul le scintillement de sa magie permettait à Aureliane de savoir précisément où elle se trouvait. Les dragons, trop occupés à voler après lui, dépassèrent la cachette de la jeune fille en un clin d'œil. Il n'était pas expert en magie, mais ses pouvoirs lui permettaient d'attiser la colère des grands reptiles volants, les éloignant de plus en plus de la grotte. Il avait vu Lysra s'élancer, se cacher des dragons en utilisant leur propre corps comme bouclier
et duper le mâle bleu pour entrer dans sa tanière. Le but du jeune elfe était maintenant de distraire les dragons à sa poursuite, suffisamment longtemps pour qu'elle ait le temps d'entrer dans le nid, prendre un œuf et ressortir avec sans qu'aucun ne tombe sur elle. Il bondit de rocher en rocher, esquivant les jets de flammes, des coups de queue sournois et des tentatives maladroites pour le prendre dans les serres aux griffes tranchantes comme des lames de rasoir. L'un de ses poursuivants était un adversaire redoutable. Le jeune mâle lilas et bleu, plus agile que les autres grâce à sa plus petite taille, réussit presque à le blesser. Aurélien l'esquiva bien au début, mais la course-poursuite s'éternisant un peu, il sentit la fatigue commencer à raidir ses muscles, lui faisant perdre de précieuses secondes pour éviter les puissantes pattes des grands reptiles. Au bout de plusieurs minutes à tenter de mobiliser de l'énergie pour avancer, le jeune elfe se retrouva acculé contre la roche, les 4 dragons lui barrant désormais le passage. Il était coincé. Isra, ballottée de droite à gauche par les mouvements sinueux du dragon, elle tentait de juguler une légère nausée qui montait. L'énorme reptile bleu poursuivait sa route à travers la roche, indifférent aux cris et rugissements qu'il percevait encore venant de l'extérieur. Tout son être était focalisé sur un objectif bien précis, celui de retrouver sa femelle au plus vite, au plus profond de sa grotte. Sur son chemin, la jeune elfe observait attentivement, cherchant des repères qui lui permettraient de retrouver rapidement le chemin de sa sortie après sa mission. Là, un éclat dans la roche, en forme de triangle. Ici, les restes osseux de ce qui ressemblait à une valosse. Plus loin, après que le dragon eut tourné dans un couloir plus exigu, elle vit 3 stalactites ensemble, dont celle du milieu était cassée. L'air ambiant sentait de plus en plus le renfermer, et elle dut déglutir pour soulager la pression de ses oreilles. Le gros saurien les emmenant toujours plus profondément sous terre. La lumière était quasi inexistante à ce niveau, et la jeune elfe laissa naturellement ses yeux passer en mode nocturne. Ses pupilles s'élargirent au maximum, englobant presque tout l'iris dans leur expansion. De nouvelles couleurs apparurent dans son champ de vision, sa lumière captée couvrant les infrarouges comme les ultraviolets. Son ouïe s'accrut également, et elle percevait les bruits de pas minuscules des petits rongeurs et insectes s'enfuyant sous les enjambées du géant à écailles. Soudainement, devant eux, une gerbe de lumière apparut. Le dragon bleu se hâta vers la source et pénétra dans une immense caverne scintillante de pierres précieuses, de veines d'or et d'argent. L'éclairage ne venait pas des soleils perçants à travers la couche rocheuse. Elle émanait d'une poche de magma en fusion, prisonnier derrière une paroi solide, mais translucide, de quartz. Cela donnait un aspect rougeâtre brillant à l'ensemble des parois, les gemmes incrustées dans la pierre brillant d'un éclat vermillon. Au centre de ce paradis rougeoyant, un nid de rocs, branches et plumes s'élevait, et une dragonne montait la garde juste à côté. J'espère que vous passez un bon moment, parce que moi ça devient compliqué. Je bafouille encore beaucoup. Chapitre 30. C'était quoi tout ce tapage ? Grogna la dragonne en relevant le museau. De jeunes impertinents qui pensaient pouvoir m'évincer, répondit son compagnon. Mais je les ai mis en fuite, poursuivit-il en bombant le torse. La grande femelle arqua un sourcil écailleux, dubitative. Certes, son mâle était valeureux, et c'est pour ça qu'elle l'avait choisi. Mais de là à repousser les avances de plusieurs jeunes en pleine forme, il y avait des cerclants sous cratère. Ses narines frémirent soudain, son odorat captant une fragrance inattendue qui la fit sourire. Alors, cerclant ou cerclane sous cratère. Équivalent de l'expression anguille sous roche. Ouais, je m'en doutais un peu. Donc, ses narines frémirent soudain, son odorat captant une fragrance inattendue qui la fit sourire. « Tu m'as rapporté une proie ?» roucoula-t-elle. Le grand dragon bleu se raidit soudainement, laissant sans panique. Il la regarda, pétrifié.
Sa compagne se redressait de toute sa hauteur, le dominant d'1,50 m de plus. Son regard orangé se posa sur lui, parcourant son corps dont les écailles se contractaient au fur et à mesure de son examen approfondi. Tournant autour de lui, elle ne le quittait pas des yeux, l'obligeant à tourner la tête pour suivre ses mouvements sinueux. Par rapport à elle, qui était d'un bleu marine profond, tacheté de cuivre foncé, il faisait pâle figure. Les plaques jaunes vives sur son poitrail à lui se ternirent d'un coup, d'inquiétude en voyant les doubles lames de sa queue à elle se balancer doucement, de façon hypnotique. Reprenant courage, il se tourna vers sa compagne, affichant un grand sourire et dit « Ma douce, si tu as faim, je peux aller te chercher ce que tu veux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une valosse ?»« Encore » ricana-t-elle. « Tu cherches à m'engraisser. »« Oh, ma douce, tu ne seras jamais trop grosse à mes yeux, » lui répondit-il, les yeux pleins d'amour. « Vil flatteur, pourquoi ne m'offres-tu pas la créature que tu as ramenée plus tôt? »« Hein? Une créature? Quelle créature ?» Aussitôt, la jeune elfe se laissa tomber de son perchoir, roula hors de portée des flammes de la dragonne et slaloma entre les jets de feu et les coups de queue et de griffes des deux reptiles. Bondissant dans le nid sous les rugissements furieux de la femelle, elle prit le premier œuf de couleur noire avant de se remettre à courir hors de la grotte. Baissant la tête au dernier moment, elle évita la double lame de la dragonne, esquiva facilement les mouvements pâteaux du mâle qui tentait de lui couper la route. Passant sous ses pattes arrière dans une glissade contrôlée, elle gagna un couloir étroit, retrouvant ses repères, et remonta en courant vers la surface, les deux dragons à sa poursuite. Enfin, autant qu'ils le pouvaient, car le passage n'était pas fait pour les deux bêtes de plusieurs tonnes et d'une grande envergure. Très vite, ils se retrouvèrent tous deux coincés dans le virage étroit. La dragonne maudissant son mâle de l'avoir si bien nourrie qu'elle ne pouvait même plus sortir de là. Ils crachèrent encore quelques jets de flammes, mais l'Isra était déjà hors de portée. Les poumons en feu, la jeune elfe continuait sa course, l'énorme œuf noir serré contre sa poitrine. Très vite, elle se retrouva en vue de la sortie et accéléra la cadence entre les roches en dents de scie pour se retrouver à l'air libre. Mais là, un problème auquel il n'avait pas pensé se matérialisa devant elle. Sa course fut stoppée net, car les jeunes dragons étaient de retour et il n'était pas content du tout. Pendant que l'Isra accomplissait sa mission, Aureliane avait cru sa dernière heure venue. Les 4 jeunes dragons l'avaient acculée et s'apprêtaient à le carboniser. Mais il n'avait pas peur. Les pieds bien campés dans le sol ocre, il se prépara à activer un bouclier. Mais ça ne durerait pas éternellement. Et ça pourrait lui laisser un peu de Il se prépara à activer un bouclier. Ça ne durerait pas éternellement, mais ça pourrait lui laisser un peu de temps pour trouver une échappatoire. Alors que les 4 grands reptiles commençaient à gonfler leurs imposants poumons, il se mit à signer les symboles dans l'air. Les gueules énormes s'ouvraient quand, soudain, tous se figèrent. Interloquée, Aureliane perdit quelques secondes à les fixer avant de se rendre compte que Mélis se tenait derrière eux, ses mains puissamment illuminées, ses cheveux volant dans le vent derrière elle, ses yeux pulsant de magie et de rage. La tête rejetée en arrière, elle luttait visiblement pour garder les souriants immobiles. La sueur perlait sur son front et sa bouche se déformait peu à peu en grimaces de douleur. Stoppant son sort, Aureliane bondit en avant. Alors que les yeux des dragons commençaient de nouveau à bouger, il attrapa Mélisandre à la volée dans ses bras avant de détaler comme un lièvre. Derrière eux, un rugissement puissant leur apprit que les grands reptiles étaient à nouveau libres de leurs mouvements. Fuyant à toute vitesse, le jeune elfe et sa protégée retournèrent en vitesse dans la grotte en dents de scie, talonnés par les créatures volantes. Au moment où ils arrivèrent près de l'entrée, ils virent l'Isra courir vers la sortie, tenant un œuf dans ses bras, poursuivi par des cris terribles et le tremblement de la roche. De son point de vue élevé, Cyrus les observait, encore. Agatha l'avait chargé de garder un œil sur eux et de la prévenir dès qu'ils seraient prêts. Il vit avec détachement le jeune elfe, poursuivi par les dragons furieux. Sa protégée se précipitait à son secours, et l'autre elfe entrait dans la grotte pour voler l'œuf. Il vit le moment où ils se retrouvèrent tous les 3 à la merci des dragons, piégés entre les jeunes à l'extérieur et le couple de parents à l'intérieur. Sur le point d'intervenir, le Céleste commençait à ouvrir la bouche pour appeler sa supérieure, quand un fait inattendu se produisit. Sorti de nulle part, un dragon tomba du ciel et atterrit entre ses congénères et les jeunes bipèdes.
protégeant ces derniers de sa large envergure et de son poitrail en cuir dur comme le roc. D'une belle couleur jaune pâle, avec des rayures noisettes et noires sur tout le corps, des ailes à plumes largement déployées, il était magnifique. On s'arrête là pour ce soir. On se retrouve mercredi ou un autre jour dans la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que mon mépris et mes cafouillages ne vous ont pas trop perturbé. J'espère ne pas avoir le nez qui se bouche au fur et à mesure de ma prochaine lecture. De mon côté. N'hésitez pas, si ce livre vous plaît, vous pouvez le commander directement sur le lien que vous trouvez juste là, dans les messages sur le chat. Sinon, pour être informé des prochaines sessions lecture ou jeux, n'oubliez pas de follow, puisque je fonctionne à la notification, et donc il faut activer les notifications. Également, s'il vous plaît, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de rester après cette petite outro pour regarder la pub. Bonne soirée à tous!